Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteurs, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Cela a été parfaitement décrit par le président Buffet. La justice aujourd'hui est au bord du gouffre et donc il faut évidemment agir. Le constat est absolument partagé sur ces bancs. C'est d'ailleurs ce que dit le président de la République en octobre 2021 lorsqu'il décide de lancer les États généraux de la justice. Il faut renouer le pacte civique entre la nation et la justice et garantir l'efficacité du service public. On prête à Clémenceau d'avoir dit cette phrase que nous entendons souvent: quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne crée pas une commission, on crée une conférence citoyenne, on crée un grand débat ou on crée des États généraux. De ce fait, les deux projets de loi qui nous sont soumis aujourd'hui, cela a déjà été dit, n'ont qu'un rapport parcellaire avec les États généraux. Et si je pouvais rappeler les propos, le qualificatif du procureur Molins, je sais que vous l'appréciez particulièrement, ils n'ont de lien avec les États généraux que l'ordre chronologique. Alors, saluons d'abord les aspects positifs. Les hausses budgétaires très importantes, année après année, et dont on comprend dans l'article 1 de programmation qu'ils vont se poursuivre. Les 10 000 emplois non ventilés, nous avons eu ce débat, mais c'est très important d'en prévoir autant. D'autres points positifs: la réduction des délais de jugement, la volonté de transformation numérique, la création, l'instauration d'une équipe autour du magistrat, la revalorisation de certaines professions, notamment les gardiens pénitentiaires, les investissements immobiliers, la diversification des voies d'accès à la magistrature pour en diversifier l'origine et l'extension du champ des infractions recevables à l'indemnisation des victimes. Tout cela était fort positif et l'est toujours. Mais il n'y a pas eu la réforme systémique attendue qui était appelée dans les États généraux. Il n'y a pas eu cette clarification du rôle de la justice. Il n'y a pas eu le renforcement de la première instance. Il n'y a pas eu la révision du décret Magendie. Je m'excuse par avance pour les non-praticiens, mais c'était important. Et puis, des mesures absentes. Et ça, c'était, nous semblait-il, très problématique. Rien sur la régulation carcérale. La seule réponse du gouvernement étant de dire: il faut construire des nouvelles prisons et évidemment il y aura suffisamment de place pour tous les détenus, alors même que, on le sait, c'est documenté, construire des prisons amène toujours à plus de détention et que, contrairement aux idées reçues, la justice française est de plus en plus sévère et prononce des peines de plus en plus lourdes. Donc, si on ne met pas en place un mécanisme de régulation carcérale, nous ne pourrons jamais mettre un terme à la situation d'indignité évidente que nous connaissons tous dans les prisons françaises. Rien dans ce texte. Rien non plus sur la question des violences intrafamiliales. Curieuse démarche. Le garde des Sceaux confie à 2 parlementaires, dont notre collègue Dominique Vérien, un rapport sur le sujet, qui travaille pendant plusieurs mois, qui produit un grand nombre de propositions et qui auraient bien évidemment trouvé leur place dans ce texte. Nous n'avons pas pu les introduire. Le célèbre article 45 s'y opposait. Et donc, alors qu'il y a un projet de loi de programmation sur la justice, il n'y a pas de modalité concernant les violences intrafamiliales, à l'exception de 2 lignes dans un rapport annexé. Et je souhaiterais dire 2 mots de la pratique du rapport annexé. C'est désormais une nouvelle façon de dire beaucoup de choses qui n'engagent personne, puisque c'est un rapport annexé. Donc c'est une espèce de littérature qui pourrait s'apparenter à une feuille de route du gouvernement, prenons-le comme tel, mais qui n'a aucune valeur normative. Et donc c'est dans ce texte que l'on retrouve quelques lignes sur les violences intrafamiliales. Quelques mots aussi sur la procédure. Nous avons travaillé, on peut le dire, dans de très mauvaises conditions. Lorsqu'un texte est adopté le 3 mai en Conseil des ministres et vient le 31 mai en commission, que 2 projets de loi, l'un de 27 articles, l'autre de 12, et sans faire injure à personne, des textes assez techniques, va-t-on dire, pour rester euphémistique, eh bien, on ne travaille pas dans de bonnes conditions et j'ai compris que l'Assemblée ne serait pas davantage dans de bonnes circonstances. Il y avait, cela a été évoqué, la question de la réécriture du Code de procédure pénale par ordonnance. Nous y avons beaucoup réfléchi. Comme d'autres groupes ici, nous y étions peu favorables, mais l'encadrement qui a été prévu dans le texte nous a semblé très positif. Et alors même que, curieusement, le projet de loi complexifie le Code de procédure pénale par ce fameux article 3 sur lequel je vais m'exprimer quelques instants, nous sommes a priori favorables à la réécriture du Code de procédure pénale par ordonnance.
Certaines mesures sont peu abouties, la réforme de la justice économique avec l'instauration d'un tribunal aux affaires économiques, l'accès à la profession d'avocat, sur lequel vous avez dû être saisi à plusieurs reprises. Donc, un certain nombre de points positifs qui pouvaient nous amener à voter pour ce texte. Mais en séance, il y a eu des modifications conséquentes qui nous ont amenés à réenvisager une position différente. D'abord, le fait que l'instauration de la possibilité d'activation à distance des appareils connectés en tout genre, appareils téléphoniques, ordinateurs, télévision, Alexa, Siri, que sais-je, et sur lesquels nous avons demandé et jamais obtenu que les journalistes en soient exonérés. C'est une liberté constitutionnelle, la liberté d'informer, ça a été refusé. Ensuite, l'instauration, à la demande du président Retailleau, d'une charte déontologique des magistrats, couplée avec un amendement de M. Bonnecarrère sur la nécessité de leur impartialité. Tout ça dans la même période de temps qu'une saisine par le garde des Sceaux adressée au Conseil supérieur de la magistrature demandant que soient précisées les modalités d'exercice du droit de grève, de la liberté d'expression des magistrats, y compris sur les réseaux sociaux, y compris dans les audiences solennelles. Et donc on voit bien qu'un système de suspicion et de limitation des droits d'expression des magistrats, y compris dans le cadre syndical, était envisagé. Enfin, et nous devons saluer notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous avons quand même obtenu, c'est l'unique chose obtenue, la rédaction a minima de la modification de la règle concernant la nécessité de la double incrimination en cas de crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide. Et c'est un point positif. Donc vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, nous avions un a priori positif, nonobstant les absences de ce texte. Nous attendons beaucoup de la navette parlementaire sur les points que je viens d'évoquer. Et donc nous ne nous interdisons pas une modification de vote en deuxième lecture si les points que j'ai évoqués, que je vous rappelle, régulation carcérale, protection du droit d'expression des magistrats et protection des journalistes dans le cadre des interceptions à distance, si ces 3 points sont préservés, nous pourrons reconsidérer un vote pour, mais dans l'instant, nous nous abstenons. Merci, cher collègue. La parole